Pour toi, si je résume très rapidement pour te laisser la parole, toute l'histoire de l'institution policière révèle sa nature violente, sa fidélité à l'ordre établi, et tu déments tout dysfonctionnement. Est-ce que beaucoup de policiers votent pour l'extrême droite parce que il y a des militants d'extrême droite très doués qui font de l'agitation au sein de la police? Ou est-ce que c'est parce que l'architecture même de l'institution policière constitue un terrain favorable au développement d'idées d'extrême droite? La naissance de la police comme institution moderne, institution capitaliste, ça coïncide, ça s'articule surtout avec la formation du capitalisme français. La police est une institution moderne et n'a pas existé dans toutes les sociétés de tout temps, donc elle peut aussi disparaître. C'est le sens de l'histoire, voilà, qui nous dira, mais en tout cas, ça n'a rien de naturel. Dès lors qu'une expérience de faire autrement, de mettre en cause la police prend de l'ampleur, la police vient pour y mettre fin. Amis du café, amis de la police, vous êtes les bienvenus dans la nouvelle saison d'Au-Poste. Paul Rocher, l'auteur de ce livre « Que fait la police et comment s'en passer ?», qui sort ces jours-ci à La Fabrique. C'est son deuxième bouquin. Paul Rocher. J'ai déjà fait des débats avec lui. C'est très simple, je peux pas en placer une. Il parle tout le temps. Mais là, ça tombe bien, c'est l'invité. Donc il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Paul Rocher... Je n'ai pas trouvé ton âge. Je ne sais pas où tu es né. Je sais que tu as un petit accent qui me fait dire que tu ne viens pas du sud-ouest de la France, ni même du nord. Mais d'où viens-tu? Peut-être tu nous le diras. En tout cas, tu as fait irruption il y a 2 ans avec un livre qui a marqué les esprits, Gazer, mutiler, soumettre, sur l'usage des armes intermédiaires et sublétales. Tu n'es pas un chercheur, un sociologue de la police. Tu es un économiste. Par ailleurs, bon, t'es prof à Sciences Po, nul n'est parfait, il fallait quand même bien qu'on trouve un problème. Et quand tu es arrivé il y a 2 ans sans coup férir, tu as un peu botté le cul du petit monde des sociologues, des chercheurs de la police, ce qui a fait que, de la police française et des chercheurs français. Et donc moi j'ai trouvé ça intéressant que tu arrives avec un point de vue qui était un petit peu différent, et d'une certaine manière, ce point de vue, justement, tu l'affirmes là-dedans. Que fait la police et comment s'en passer? Livre qui sort ces jours-ci pour toi. Si je résume très rapidement pour te laisser la parole, toute l'histoire de l'institution policière révèle sa nature violente, sa fidélité à l'ordre établi, et tu déments tout dysfonctionnement. Ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, ce que tu nous dis dans ce livre-là, c'est que pour toi, vouloir réformer la police, c'est peine perdue. Alors, tu commences en quelque sorte par la conclusion. On peut faire le chemin inverse, effectivement, c'est possible. Alors, le livre est le résultat effectivement d'une recherche qui prend plusieurs points d'entrée. L'un de ces points d'entrée, c'est évidemment l'histoire de la police, où là, il faut être un peu prudent parce que le terme de police existe depuis assez longtemps dans le langage français, depuis le XVIIe siècle au moins, mais il faut un peu se méfier de la continuité lexicale qui va du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisque un des arguments que je mets en avant dans le livre, c'est précisément qu'il y a eu une sorte de coupure. Foucault disait à propos de la police de l'Ancien Régime, de la police précapitaliste, qu'elle englobe tout. La police de l'Ancien Régime, c'était la voirie, c'était la santé publique, c'était les mœurs, c'était l'éclairage public quand il y en avait. Donc c'était en réalité plus une administration, voire un gouvernement. Et ce que nous entendons aujourd'hui par c'était la gestion de la cité au sens large. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et évidemment, nous, aujourd'hui, on n'entend pas du tout la même chose quand on parle de police. Nous, on parle d'une institution, une branche de l'État bien spécifique, une institution publique, avec des professionnels, avec une gestion des carrières et des formations, et qui développent aussi leur propre socialisation, leur propre esprit de groupe. Donc, on parle, dans le livre, je fais la distinction entre les deux pour justement éviter toute confusion. Et donc, quand on s'intéresse à la police moderne, à ce que nous entendons par police aujourd'hui, eh bien, il s'avère que c'est une institution qui est à la fois très soudée en interne et imperméable vis-à-vis de l'extérieur. Donc, elle est effectivement
Et les policiers le disent eux-mêmes, ils parlent d'une forteresse quand ils parlent de leur employeur. Donc c'est une forteresse qui est déconnectée en quelque sorte là, du tu reste cites de en la fait une société. syndicaliste qui a employé le terme de forteresse assiégée, de citadelle assiégée. Et effectivement, ça fait partie des très très bons passages du bouquin où tu expliques très bien comment la police se vit comme un corps à part finalement. Et ce n'est pas le hasard, c'est le produit finalement du fonctionnement même de l'institution. C'est-à-dire que on a souvent l'habitude de dire que, par exemple, la police est composée quand même d'une partie d'une bonne partie de personnes issues des classes populaires. Alors, c'est vrai, c'était plus vrai dans le passé, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Euh, et puis, surtout, la composition sociale, en réalité, risque de nous faire passer à côté de quelque chose de très essentiel, qui est que, en réalité, la police n'attire pas tout le monde. Elle attire un public bien particulier. Les enquêtes nous disent que ceux qui veulent devenir policiers le font en majorité par une pure conception répressive du métier, donc un certain goût pour la violence, si on schématise un peu. Et le cheminement ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que ceux qui veulent devenir policiers entrent dans l'institution, eh bien là, ils entrent en quelque sorte dans un processus de socialisation professionnelle. Ils apprennent le métier, les outils techniques, mais ils apprennent aussi une certaine vision du monde. Et c'est une vision du monde qui à nouveau est très très particulière parce que effectivement, les policiers se conçoivent eux-mêmes comme étant dans une citadelle assiégée. Assiégée par qui, on peut se demander? Assiégée par le reste de la société. C'est une institution aussi qui répand, ensuite qui imprègne sur chacun de ses agents quand même une vision très particulière des rapports de genre, des rapports de race, donc il y a toute une partie du livre sur le racisme Absolument. institutionnel et le Bon. sexisme institutionnel. Donc voilà, c'est pas tout le monde. Et je vous Et avais donc, prévenu, il laisse pas parler. voilà, ouais, t'as aucune chance. C'est Aucune vrai, chance. une fois que je démarre, c'est compliqué de m'arrêter. Je vais essayer d'être plus concis, comme ça tu peux en placer une autre. Page 12, tu expliques en fait l'objet du livre, et je le lis, c'est 3 lignes. Ce livre n'est donc pas simplement un livre sur ce que fait la police, il vise à rendre compte de ce que la police est. Et là d'ailleurs tu viens de le démontrer, c'est-à-dire que tu as commencé à expliquer le recrutement, la vision des policiers par rapport à la société. Est-ce que c'était ça le point d'entrée de ce deuxième livre par rapport au précédent? Est-ce que tu as Alors, eu envie d'aller, en fait, de questionner la nature de la police, finalement? je dirais que tu as tout compris. T'es un Bah, c'est lecteur fini, très, merci. Salut. voilà, bon, Salut, c'est Polo. terminé, voilà. Non, alors il se trouve effectivement, tu l'as mentionné tout au début, que j'étudie la police depuis un certain nombre d'années. Elle est au centre du débat public. Et ce que j'ai trouvé frappant, c'est à quel point le fonctionnement réel et l'évolution de cette institution restent méconnus. Il y a toute une série de mythes qu'on entend régulièrement. La police manquerait de moyens, la police lutte contre le crime, qui ne sont pas avérés. Et donc, effectivement, ce deuxième livre, par rapport au premier, Gazer, mutiler, soumettre, c'était un livre sur les violences policières, alors que là, c'est un livre sur la police, donc c'est plus large comme focus. Ce que tu attaques d'entrée de jeu, c'est le mythe, ce que tu appelles le mythe policier, que tu distingues en fait en 2 mythes. Est-ce que brièvement, Monsieur Rocher, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il s'agit? 2 mythes que je mets en avant. Donc, le premier, c'est celui que la police manquerait de moyens. Alors, effectivement, peut-être une déformation professionnelle, mais ça m'arrive de regarder les statistiques. Et alors, il y en a une que j'ai regardée très attentivement, c'est qu'est-ce que l'État dépense pour la police? Parce que si l'État manque de moyens, on doit pouvoir le trouver dans les chiffres. Alors, ce qu'on constate, si on prend les chiffres disponibles depuis 30 ans, c'est qu'en réalité, les moyens de la police ont augmenté de plus de 35%. Les policiers, en réalité, ça va très bien. Ils sont l'enfant chéri des gouvernements successifs. En réalité, la police, elle se porte assez bien. Au lieu d'être une institution systématiquement dégraissée au régime, mais en réalité, elle n'a jamais été aussi bien traitée et surtout beaucoup mieux que le reste du service public. Ah, page 25. Par rapport à sa population,
C'est un truc terrible. Attention, je vais tourner la page. Par rapport à sa population, virgule, la France, hop, on continue le stabilo, dispose aujourd'hui de plus de policiers qu'un État autoritaire comme la République démocratique d'Allemagne, RDA, en 1962. Ça fait mal. Ça fait mal, oui. Mais bon, ce sont les statistiques et ce sont les statistiques des gouvernements. Donc, c'est pas moi qui invente les choses. On a là une augmentation quand même assez nette aussi des policiers, du nombre de policiers dans la rue. Donc, chaque année, en réalité, si on prend police nationale, gendarmerie et police municipale, depuis 2015, chaque année, c'est un nouveau record. Ce nouveau record, on pourra l'approfondir, mais se combine en quelque sorte avec l'équipement des forces de l'ordre en armes non létales qui, elles, justement, incitent les policiers à recourir plus facilement à la violence. Donc, il n'y a pas seulement plus de policiers, mais en plus, ils sont dotés d'outils qui les incitent aussi plus à recourir à la force. Donc là, effectivement, la situation, elle est quand même assez explosive. Au passage, le niveau d'études des policiers a fortement augmenté depuis les années 80. C'est intéressant de le rappeler. En 1982, écris-tu, 4% des gardiens de la paix avaient le bac et 15% des officiers un bac plus 2. Bac de baccalauréat, hein, pas de brigade anticriminalité, on est bien d'accord. Pardon. En 2003, ils étaient respectivement 63 et 50%. De telles propositions échouent précisément à prendre en compte l'épaisseur institutionnelle que soutient le racisme policier. Oui, alors ça c'est un autre point, excuse-moi, c'est un autre point sur le racisme, on va y venir. Toi tu considères que parce que leur niveau de départ est meilleur, mieux les former, ça n'a pas de sens. Ils sont déjà, de ton point de vue, mieux formés aujourd'hui, ou avec un niveau de formation avant d'entrer dans l'école de police supérieur. On a une formation qui est déjà beaucoup plus poussée que dans le passé, mais ce que je dis surtout, ça c'est juste pour montrer à quel point la question de la formation ne peut pas être au centre, puisque en réalité la formation c'est quand même améliorée si on regarde à moyen terme. Mais ce que je dis surtout, c'est que si c'est pas la formation qui est en cause, il faut chercher la cause du racisme policier, des discriminations policières, il faut la chercher ailleurs. Et ce ailleurs, moi, je trouve dans l'institution policière, dans son fonctionnement, je l'ai mentionné un petit peu à l'instant, mais typiquement, quand on parle de racisme institutionnel, tu voulais peut-être y venir un peu plus tard, mais quand on parle de racisme institutionnel, il faut bien comprendre ce que c'est. Ça veut dire que ce ne sont pas principalement, pas primairement des personnes avec des intentions racistes qui commettent des actes racistes, mais c'est le fonctionnement normal de l'institution qui transmet à ses agents l'idée que pour être bon policier, on contrôle plus souvent telle catégorie de la population que telle autre catégorie. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement continu. Donc un policier peut très bien avoir un ami noir et il va quand même être amené à discriminer, et c'est attesté à nouveau par des études. D'ailleurs, une étude de Jobard, justement, qui est cruciale à ce moment-là. En 2 mots, c'est quoi le fonctionnement normal de la police? Ce que tu appelles le fonctionnement normal. Celui qui est à l'œuvre. Par rapport à la question du racisme, par exemple. Parce que tu as des pages très précises là-dessus, parmi les meilleures pour moi du bouquin. Le fonctionnement normal, c'est justement la manière dont les policiers conçoivent au quotidien leur métier. Donc c'est ce qu'ils font. Et dans ce qu'ils font, évidemment, ils inventent pas vraiment beaucoup de trucs, parce que ce qu'ils font, ils apprennent ça au cours de leur formation, ils apprennent ça au contact avec leurs collègues qui ont un peu plus d'ancienneté. Donc c'est le fonctionnement normal, c'est tout simplement la manière d'exercer le métier. Et qui ensuite peut aussi être influencé par des envies de monter en grade, des envies d'évolution de la carrière. Et c'est là que la question du racisme intervient, parce que c'est quand même frappant de constater que la police discrimine systématiquement les populations, principalement noires et arabes. Donc on peut quand même se demander comment ça se fait que tous les policiers, parce que là on parle, c'est tous les policiers en termes statistiques, comment ça se fait qu'ils se comportent de la même manière? Est-ce qu'au départ ils étaient tous déjà racistes? Est-ce qu'ils font ça intentionnellement? Et là,
ce serait quand même très surprenant que autant de racistes se retrouvent tous au même endroit. Et là, intervient la question de qu'est-ce que fait l'institution des agents qui travaillent en son sein. Et c'est là que la réponse au comportement discriminant se trouve dans le racisme institutionnel. Et donc, qu'est-ce que c'est le racisme institutionnel? Là, je m'appuie sur le travail de Stuart Hall, qui dit que, premièrement, le racisme institutionnel n'a pas besoin d'individus ouvertement racistes. Donc, c'est le résultat d'un processus, d'une institution, et c'est par la culture professionnelle que se transmet le comportement raciste. Donc, c'est en quelque sorte l'habitus institutionnel et qui empêche aussi une réflexivité professionnelle sur le problème. Même chose pour le maniement des armes. Étant donné, et ça c'était un des arguments forts, de gazer, mutiler, soumettre, l'arme en tant que telle incite les policiers à tirer plus, à tirer avec plus de facilité. Eh bien, c'est pas en leur disant non, mais faut être plus prudent. C'est même les formateurs de police eux-mêmes qui disent bah on peut pas effectuer un tir précis avec un LBD 40. Donc tout ça, ils le savent pertinemment. Donc à nouveau, c'est pas parce que vous leur ajoutez 10 séances de tir en plus que les tirs vont être plus précis et qu'il y aura moins de mutilations ou de blessés. Le deuxième mythe policier que tu déconstruis? Alors, le deuxième mythe, c'est cette idée que la police lutte contre le crime. Alors, c'est une idée très répandue. Récemment, le ministre de l'Intérieur disait aussi, à nouveau, que les policiers courent derrière les voyous. Et c'est un peu une impression qu'on partage par défaut, mais c'est aussi parce qu'on n'accède pas forcément aux connaissances qui nous permettent de savoir mieux. Donc, voilà, de ce point de vue-là, peut-être le petit livre aussi peut avoir son intérêt là, parce que en réalité, dans la recherche sur la police, les choses sont très claires, c'est que il n'y a pas de lien entre le nombre de policiers et l'évolution de la délinquance. Donc, ce ne sont pas les policiers qui luttent contre le crime, et c'est un point extrêmement important parce que bah, ça nous conduit à nous interroger aussi sur que font les policiers. Mais avant d'interroger ça, juste un autre élément. En France, on a depuis une trentaine d'années des chiffres de la délinquance qui sont stables. Donc il n'y a pas d'augmentation, contrairement à ce que prétend le ministère de l'Intérieur, qui lui, et c'est assez connu aussi des chercheurs, utilise des données qui en réalité sont manipulées. Pour vous donner juste voilà, une petite idée de pourquoi les chiffres du ministère de l'Intérieur sont inutilisables. Eh ben, c'est pour des raisons méthodologiques. C'est comme si, en France, on comptait le nombre d'habitants chaque année, et d'une année à l'autre, on décide d'inclure la population belge, et après coup, on dit, ah bah cette année-là, la population a vachement augmenté. C'est comme ça que procède le ministère de l'Intérieur. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur sont inutilisables. Et en réalité, ce que nous montre la recherche, c'est qu'on a une stabilité sur la délinquance. C'est quand même assez surprenant. Depuis 30 ans, les dépenses pour la police augmentent très fortement, mais la délinquance, elle reste stable. Donc on a beaucoup plus de policiers, et ce n'est pas parce qu'il y a plus de policiers que la délinquance est stable. Donc on se demande, mais à quoi sont utilisés ces policiers? Que font-ils dans leur quotidien? Donc ça suggère qu'en réalité, aujourd'hui en France, la police est totalement surdimensionnée. Le cœur de l'ouvrage, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, c'est de reprendre l'histoire de la police, et pour toi, il n'y a pas que pour toi d'ailleurs, le cataclysme, c'est le capital, c'est le capitalisme, et qu'à partir du moment où le capitalisme entre en scène, la police est modifiée, et aujourd'hui, la police, si j'ai bien lu ton livre, la police est la descendante directe de cette modification, de ce bouleversement du rapport au capital, à l'État, aux citoyens. Tout à fait. La naissance de la police comme institution moderne, institution capitaliste, ça coïncide, ça s'articule surtout avec la formation du capitalisme français. Dans les années 1850, 1860, une sorte de rupture. Le capitalisme français se met en place. Il y a une libéralisation du marché intérieur de la France qui va de pair avec une libéralisation aussi externe. C'est là que le salariat se développe réellement, que le pays s'industrialise. Et là, on voit que tout d'un coup, la gestion de l'ordre public, elle prend une forme très différente.
C'est là qu'on voit la naissance des écoles de police. On développe des formations. On attend un niveau d'éducation plus important des policiers, ou alors on leur apprend à lire au sein de l'institution policière, qui devient donc une institution d'abord municipale, puis étatique, mais en tout cas publique, donc pas au service de quelqu'un notable. Et donc, il y a une procédure de formation, une gestion des carrières, et c'est là où, en réalité, les policiers, voilà, être policier, c'est pas seulement une fonction, ça devient un métier à temps plein, rémunéré pour cela, et ça soude les troupes en interne. Et là, Paul, est-ce que tu peux nous dire la date à peu près, la période? Alors, il n'y a pas une date particulière, mais c'est à partir des années 1870 que successivement, il y a une professionnalisation de la police, des policiers. Donc, c'est à partir de ce moment-là et ça s'étend jusqu'à avant la Première Guerre mondiale. Donc, les choses ne se font pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus. Et à partir de là, le policier, en quelque sorte, il devient de plus en plus séparé du reste de la société. C'est là que commence cette idée de la citadelle assiégée, de l'esprit de corps très soudé des policiers. Et on va avoir très vite des moments pour tester si ce caractère soudé, cet esprit de corps policier, va vraiment tenir. Parce que, avec l'émergence du capitalisme, naît aussi en quelque sorte son opposant historique, le mouvement ouvrier. Et donc, le mouvement ouvrier s'organise, revendique, fait grève aussi à la fin du 19e siècle. Et il y a des affrontements extrêmement durs. Tu fais tienne une déclaration d'un spécialiste de la police que je ne connais pas, qui s'appelle Marc Neocleus, et qui écrit « Faire la police signifiait faire la police des pauvres ». Une police qui finalement est la gardienne de l'ordre établi, et à ce moment-là, l'ordre établi, enfin depuis ce moment-là, l'ordre établi, c'est le capital. Ce qui est important, très important à ce moment-là, c'est bien de comprendre aussi que l'État est inscrit dans l'accumulation du capital, et cela pour deux raisons, si on schématise un peu. La première, c'est que les marchés n'existent pas naturellement. Il faut les encadrer, il faut les organiser, il faut des lois pour encadrer le fonctionnement des marchés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'État n'existe pas sans ressources. Et les ressources viennent soit de la fiscalité, soit de l'endettement. Et les deux présupposent un processus d'accumulation des investissements continus. Et les entreprises n'investissent que quand il y a des perspectives de profit. Donc, par son intérêt propre, l'État, en quelque sorte, est aussi structurellement biaisé en faveur de l'accumulation du capital. Et pour justement réunir les conditions d'une accumulation du capital douce et continue, l'État, il faut qu'il s'assure que personne ne vienne perturber le fonctionnement économique. Partant de là, effectivement, les troubles étant notamment issus du mouvement ouvrier, la police est née en quelque sorte aussi pour faire la police des pauvres. Donc c'est un peu ça, sa raison d'être. C'est un point extrêmement important et qui va se vérifier très très vite parce que ceux qui subissent la répression, ce sont les ouvriers grévistes, les manifestants. Et point très important, au moment où est créée la police moderne, donc à la fin du 19e siècle, à nouveau, on n'a pas d'augmentation de la délinquance. Et ça aussi, c'est un fait qu'on peut lire dans les études sur l'histoire de la police en française. Donc, c'est pas du tout une société qui devient plus dangereuse de manière générale pour tout le monde. C'est une société où le mouvement ouvrier revendique, et ça, c'est considéré comme dangereux pour ceux qui bénéficient du travail des autres. Une gravure d'un dénommé Vallotton la charge. Cette gravure, qui est d'un modernisme, tu en parles parce que pour toi, elle symbolise les rapports justement entre la police répressive et la population. Cette gravure montre bien que dès son début, la police moderne, elle agit de cette façon-là. Alors, en quelque sorte, avec la naissance de la police, naît aussi le sujet des violences policières, même si on l'appelait pas forcément de la même manière, et que l'histoire des violences policières n'est pas totalement linéaire, ça peut être plus fort ou moins fort. En tout cas, dès le début, c'était bien ça. Donc, il n'y a pas plus de délinquance qu'il faudrait réprimer, mais un mouvement ouvrier qui revendique, une CGT qui
grandit et qui devient aussi plus combative. Quel sens ça a de s'intéresser à ce qui s'est passé à la fin du 19e pour comprendre ce qui est en train de se passer au début du 21e? Premièrement, la police n'a pas toujours existé. Donc un examen historique permet justement d'interroger ce genre de choses et on voit très clairement que la police est une institution moderne et n'a pas existé dans toutes les sociétés de tout temps. Donc elle peut aussi disparaître. C'est le sens de l'histoire, voilà, qui nous dira, mais en tout cas, ça n'a rien de naturel. Et le deuxième élément, c'est que l'institution policière, en tant que branche répressive de l'État moderne, commence avec la mise en place du capitalisme et elle répond donc aussi aux préoccupations qui sont celles de la classe dominante. De la classe dominante. Il y a beaucoup de questions autour de l'extrême droite. L'extrême droite et la police et l'extrême droite. Il y a un fait sur lequel on est d'accord, c'est que les policiers votent très très fortement, de manière très disproportionnée, pour l'extrême droite, entre 60 et 75% selon les élections. La question qui se pose, est-ce que beaucoup de policiers votent pour l'extrême droite parce que il y a des militants d'extrême droite très doués qui font de l'agitation au sein de la police, ou est-ce que c'est parce que l'architecture même de l'institution policière constitue un terrain favorable au développement d'idées d'extrême droite. Et donc, ce que je développe dans le livre, c'est précisément la deuxième hypothèse, à savoir que, évidemment, il y a des réseaux d'extrême droite qui sont actifs dans la police, mais s'ils réussissent aussi bien, c'est que, en fait, la base, elle est déjà plutôt bien préparée. Donc, c'est la culture interne de la police qui, en fait, est propice à accompagner et même accélérer un glissement général de la société vers l'extrême droite. C'est là où il faut se poser des questions parce que si on démontre que c'est l'institution qui produit certains comportements qui sont aujourd'hui considérés comme problématiques, eh ben, il ne suffit pas de vouloir remédier à travers les agents individuels. Il faut s'intéresser au fonctionnement de l'institution, aux effets qu'elle produit. Donc, il faut parler de l'institution policière en tant que telle. Il y a deux exemples que tu donnes, l'Afrique du Sud et l'Irlande du Nord, comme des moments, comme des lieux où la population s'est passée de la police, ou plus exactement la grand remplacée. Hein, a fait une autre police, on va dire. Tu ne caches pas, on y viendra, un peu ta déception sur ces deux expériences. Les comités de rue en Afrique du Sud sont en quelque sorte une émanation aussi de la lutte pour la fin de l'apartheid. Dans le processus d'apartheid, la police jouait un rôle extrêmement important puisque c'est elle qui organisait la répression de la majorité noire de la population. Donc la police, évidemment, n'était pas très appréciée par la population. Donc, a commencé une réflexion sur comment est-ce qu'on peut s'organiser pour gérer les conflits qui peuvent émerger en dehors de la police. Et donc, c'est là qu'on voit naître les comités de rue qui sont en quelque sorte des rassemblements quartier par quartier où les habitants se réunissent pour traiter tel ou tel problème. Et ça, donc, à partir des réalités locales et avec un focus sur la résolution du conflit qui va à la fois vers, évidemment, la justice pour la victime, mais aussi dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation ne se reproduise pas. On n'est pas du tout dans l'optique de punir un criminel, mais voilà, de comprendre un peu la dynamique sociale qui se cache derrière l'acte délinquant. On est bien d'accord, il s'agit quasiment de comité de quartier en fait. Hein. C'est pas du tout un truc privé. Hein. C'est une organisation de quartier qui suppose évidemment aussi l'implication des habitants. Là, contrairement à la police moderne, on n'a pas des personnes qui exercent un métier de gestionnaire de l'ordre, mais ils remplissent seulement une fonction et une rotation. On reste pas en quelque sorte gestionnaire de l'ordre à vie. On ne pourra pas uniquement par une gestion de l'ordre faire disparaître toute une série de délinquances dont l'origine est sociale, dont l'origine est dans la pauvreté. Ce qu'on peut faire par une organisation plus populaire de la gestion de l'ordre, c'est qu'on peut en quelque sorte réduire les déviances policières. Ce n'est déjà pas rien, mais voilà, le problème
est résolu qu'en partie. Passons justement à l'Irlande du Nord. Ça part d'une libération. Hein, c'est l'IRA qui au départ se bat contre l'Empire britannique et qui va arriver avec d'autres méthodes que la méthode classique de police. Ça démarre comme ça dans les années 70. À nouveau, lutte pour la libération nationale, constat que la police réprime la population et ne lui rend pas de service. Donc, voilà l'idée de s'organiser autrement en dehors de la police. Et effectivement, la lutte de libération était fortement influencée par l'IRA, qui, du coup, a pris en charge, alors on a une petite évolution, mais a pris en charge d'une manière ou d'une autre l'organisation de tribunaux du peuple, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, où c'était particulièrement les membres de cette organisation qui s'occupaient de la gestion des conflits, mais ils avaient constaté du coup une difficulté bien particulière aussi. C'est que eux, ils voyaient leur rôle politique première dans la lutte pour la libération, pour la fin de la colonisation britannique, et ils se retrouvaient aussi à gérer du coup les désaccords, les conflits entre les personnes qui faisaient toutes partie de la population à libérer. Donc ça amène une contradiction assez intéressante aussi. Ça s'appelle la justice communautaire restaurative d'Irlande, hein, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que la chose a perduré, sauf que tu nous expliques que, selon toi, ça a perdu de sa substance de manière assez frontale. Oui, parce qu'il s'agissait au départ d'une sorte d'auto-organisation de l'ordre public, des conflits entre personnes, qui ensuite s'est retrouvé intégré en quelque sorte dans le fonctionnement de la police. Donc on a à nouveau un peu une histoire de récupération qui vide un peu le sens de la démarche un peu initiale des tribunaux du peuple. Alors évidemment, l'IRA s'est totalement dissocié de cette manière d'organiser l'ordre public. La leçon qu'on voit aussi dans l'exemple irlandais, c'est que si on a des organismes en quelque sorte indépendants de gestion de l'ordre et que ces organismes s'inscrivent dans le fonctionnement de la police, mais ils perdent en quelque sorte leur raison d'être et leur fonctionnement qui au départ était différent se retrouve petit à petit assimilé à celui de la police. Moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai presque ressenti de la mélancolie sur ces chapitres-là. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, Paul, par son honnêteté intellectuelle, que tu as souligné, que j'apprécie, finalement, peut-être qu'il est un peu déçu par ces deux exemples-là. Alors après, tu vas te rattraper aux branches, on va y venir. Mais ça aurait été plus simple pour toi de dire, hey, c'est la solution, je l'ai, je suis le docteur Rocher, on va dissoudre toute la police nationale et on a bon. Et finalement, est-ce que je me trompe ou pas? C'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces deux cas-là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'effectivement, c'est en quelque sorte une solution toute faite déjà, voilà. Donc c'était une impression que je pouvais avoir au début, mais en creusant, voilà, effectivement, c'était pas tout à fait ça. Donc, tu l'as parfaitement résumé. Ça aurait pu être, voilà, le scoop. On a réglé le problème. Sauf qu'en fait, bon, c'est pas aussi simple. Tu te mets plutôt clairement dans le camp des abolitionnistes, évidemment, que celui des réformateurs de la police. Hein. Ça, tu n'y crois pas. Mais pour autant, tu sembles nous dire, l'abolition de la police, c'est pas exactement ce qu'on croit, et deux, c'est pas si facile que ça si on s'appuie sur des exemples concrets et non pas théoriques. Il y a plusieurs nœuds à défaire là dans allongez-vous. Allongez-vous. Alors, comment dire? Non, enfin, les premiers chapitres montrent qu'effectivement, l'institution policière en tant que telle, il est vraiment très très peu probable qu'on puisse la réformer parce que c'est elle-même qui produit les travers. Partant de là, on peut regarder comment des gens se sont organisés autrement ailleurs. Ça peut donner des idées.
page 208, je pense que c'est vraiment la phrase du bouquin par rapport à ça. Tu nous dis, on peut notamment, à partir des exemples sud-africains et nord-irlandais, on peut notamment, écris-tu, page 208, c'est ici, énumérer la rotation régulière des fonctions. Donc ça, c'est ce que tu viens de dire, hein, le fait que les personnes en charge des affaires de police, pour aller très vite, de la police, de la voirie, c'est de ça dont on parle, plus que d'autres polices, hein, on parle bien de ça, donc que ces gens-là ne restent pas en fonction plus de X années. 1. La rotation régulière des fonctions, l'élection, le lien organique avec la communauté locale et l'équilibre de genre. Voilà. Ce sont, en gros, si j'ai bien compris, les points saillants, comme on dirait au Québec, les points forts de ces expériences que tu conseilles, tu nous dis, réfléchissons là-dessus pour grand remplacer la police. C'est ça, le fond de ta pensée? Exactement, c'est ça. C'est des pistes à travailler, à creuser, parce que, et c'est cette phrase-là est en interaction immédiate avec les chapitres 1 et 2 du livre, parce que les chapitres 1 et 2 montrent en quoi l'institution produit, produit du sexisme, produit du racisme, se méfie de la population en général. Donc, tout ce que produit l'institution. Et là, je regarde comment, en quelque sorte, on peut éviter de reproduire, de perpétuer ces problèmes-là pour éviter des violences policières, des policiers qui couvrent d'autres policiers, la récurrence de discrimination. Donc, toutes ces choses-là. Mais, à nouveau, il me semble important de bien garder à l'esprit aussi que, étant donné que un certain nombre de problèmes de déviance ont une origine sociale, il ne suffit pas Bien sûr. d'organiser la gestion de l'ordre totalement non, mais tu sais, ici, tu es dans une bonne maison, il n'y a pas besoin de rappeler la base. C'est aussi pour ne pas créer de malentendus, mais bien sûr, tu fais bien, oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que dans ces solutions, ou en tout cas dans ces points que tu notes, à raison, je trouve, au fond, est-ce qu'on retrouve pas ce qui existait avant ce que tu définis comme la police moderne? Un lien très fort donc de ce qu'on appelait la police de villageoise, enfin des milices villageoises, mais le terme milice il a pris une telle autre connotation. Cette idée comme ça d'être dans quelque chose de beaucoup plus local, d'être dans la discussion plus que dans la répression, etc. Finalement, est-ce que c'est pas un retour à ce qui pouvait se passer avant le 18e? C'est une remarque très intéressante. Je n'ai pas pensé comme ça. Donc, c'est toujours bénéfique de discuter avec des lecteurs très attentifs. Mais je serais vigilant par rapport à cette idée que ce serait un simple retour dans le passé. Quand il y a la Commune de Paris, il y a certains qui disent, mais en fait, là, c'est un recul. Finalement, on retourne au Moyen-Âge. Parce que les gens s'organisent différemment et que vaguement dans le passé, on a pu constater des situations similaires. Je pense pas que ce sera un retour dans le passé, mais c'est vrai qu'on peut voir certaines similarités. Alors, ça serait certainement pas une gestion de l'ordre au service des notables, par exemple. Et typiquement, une des difficultés, c'est que, en tout cas dans les grandes villes, il est quand même difficile d'entrer en contact avec ses voisins. Et encore plus difficile d'entrer en contact avec d'autres personnes du quartier. Donc ça, ce sont des problématiques modernes qui s'ajoutent et donc les pistes que je propose doivent être mises au regard de ces faits-là. Donc voilà, il suffit pas de lire un livre sur la communauté villageoise médiévale en France pour savoir comment il faut organiser la gestion de l'ordre aujourd'hui. Pourquoi pas poser la question de l'abolitionnisme? L'abolition de la police, c'est en quelque sorte de s'organiser en dehors de la police. Donc on glisserait en quelque sorte en douceur vers autre chose. Construire une vie sans police ici et maintenant, ça me semble difficilement jouable dans l'absolu, puisque quand on revient sur les origines de la police et qui finalement est la fonction, la raison d'être de la police est toujours la même. Quand on revient sur cette histoire, on se rend bien compte aussi que dès lors qu'une
expérience de faire autrement, de mettre en cause la police prend de l'ampleur, bah, la police vient pour y mettre fin. Et donc, c'est là où, en quelque sorte, le glissement vers autre chose en douceur me semble peu réalisable et que, en quelque sorte, le dépassement de la police ne peut être qu'en même temps un dépassement des rapports sociaux existants. C'est pour ça que voilà, j'ai insisté sur, tout à l'heure aussi sur le point. Tu m'as dit que le public ici, il sait, mais en tout cas, dans le débat, ça me semble pas toujours acquis. Yolo te disait, revenez sur le mythe policier. Ah bon, c'est un mythe que la police lutte contre le crime? J'ai du mal à imaginer qu'une présence policière n'a pas d'impact. C'est ce que tu as dit à un moment donné. Tu t'attaches à essayer de décorréler la présence policière et le crime. C'est vrai que ça paraît assez surprenant, mais il suffit de regarder un peu. Il y a des études qui ont été faites sur le quotidien du policier. Et ce que fait le policier au quotidien. Alors, il y en a, voilà, c'est sans doute légèrement caricatural, mais un des collègues chercheurs qui a justement fait des enquêtes auprès des policiers, eh ben, il a réussi à trouver quand même un policier qui lui dit, non, mais mon travail, c'est 99% d'ennui et 1% de pure terreur. Et évidemment, c'est des approximations. Il n'a pas fait de statistiques sur ce qu'il fait au quotidien, mais on a d'autres études où finalement on retrouve à peu près la même chose, à savoir que les affaires criminelles ne dépassent pas les 10% du temps de travail d'un policier. Donc généralement, ils passent plutôt leur temps à attendre, à prendre des plaintes, à être sollicités pour des choses qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec la fonction de police. Il y a une question, c'est la dernière, celle de Marcel, qui nous vient du Québec. Comment définiriez-vous un État policier? Et j'ajouterais, est-ce que tu considères que nous sommes aujourd'hui dans un État policier en France? C'est drôle parce que cette catégorie-là, je l'ai plutôt évitée jusqu'à présent. Je parle plus d'étatisme autoritaire ou de réorganisation autoritaire de la France. Parce que État policier, qu'est-ce que ça suggère? Ça pourrait suggérer que ce seraient les policiers qui sont aux manettes, qui feraient la loi. Et il me semble, si on s'accorde sur cette définition-là, que ce serait accorder trop de marge de manœuvre, trop d'importance à la police, alors que en réalité, la réorganisation autoritaire du pays à laquelle on assiste et que le livre documente, c'est une réorganisation autoritaire du pays qui part des conditions socio-économiques qui sont les nôtres, ou pour le faire très rapidement, le néolibéralisme, c'est la bourgeoisie qui essaie de prendre une part toujours croissante des richesses produites, et ça crée des tensions parce que on a atteint un stade déjà maintenant où, pour une proportion extrêmement importante de la population, il n'est plus possible d'accorder encore plus à la classe dominante. Et donc, pour quand même faire accepter à cette grande partie de la population cet ordre injuste, eh ben, il reste souvent plus que la répression, parce que le consentement à l'ordre établi ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Donc là, la police prend une place plus importante, mais c'est pas la police qui impulse ça en premier, mais qui en quelque sorte arrive seulement en deuxième, même si elle-même, elle alimente, elle accélère le processus, mais c'est un processus d'abord de transformation socio-économique. Voilà qui plombe cette fin d'entretien. Je te remercie, mon cher Paul. Merci à toi, David, et merci au chat. C'était un plaisir.